Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Psychanalyse pour tous, un espace ouvert à tous. Et hop, je vais aller regarder ici par exemple. Bienvenue à notre espace du mardi à 21h, un nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Guy, bonsoir, bienvenue. Alors, vous savez déjà d'avance, ou je répète, que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, qu'il y a encore, et cette semaine, et le cours du dimanche, aussi ouvert à tous, et Féti, bonsoir, où vous pouvez encore vous inscrire, où nous sommes en train de voir les apports à la clinique psychanalytique, et nous avons vu le langage, le masochisme, et cette fois-ci nous allons voir dimanche la jalousie ou les différents types de jalousie. Bienvenue. Donc aujourd'hui l'idée, j'ai mis ça comme titre, la séparation. La séparation qui est un sujet bien évidemment qui, encore une fois, nous touche tous. Ça c'est bien avec la psychanalyse, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais exclus de ce dont on va parler aujourd'hui. La séparation est la véritable, on va dire, la véritable séparation, la plus déterminante dans notre vie de la séparation. Bien évidemment, c'est la séparation de nos parents. Bonsoir Olivier. La séparation de nos parents, puisque comme nous le savons, grandir, c'est se séparer. On pourrait dire, en tout cas dans ce cas-là, dans ce moment si déterminant dans notre vie, et en plus c'est un moment déterminant dans notre vie qui, d'une certaine... Bonsoir Martine, d'une certaine façon, dans le sens où c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour. La séparation d'avec les parents. Non, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, où on va dire je suis séparée, je suis tranquille. Non, non, c'est toujours, il n'y a rien, Virginie, bonsoir, il n'y a rien de définitif chez le sujet. De la même façon qu'il n'y a rien de définitif dans le sens où nous pouvons guérir, où nous pouvons nous transformer. Alessandra, bonsoir. Nous pouvons nous transformer à tout moment de notre vie. De la même façon, on va voir qu'il n'y a rien de définitif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Tout ce que nous avons acquis, il y a toujours un travail à faire pour pouvoir le maintenir. Alors pour commencer, j'ai présenté un dicton populaire arabe, Raquel, bonsoir, qui dit et qui présente très bien la chose, une phrase que j'aime beaucoup, un savoir qui est très intéressant, qui dit « Grandir n'est pas bénéfique ni plaisant, c'est seulement absolument nécessaire. » Donc c'est absolument nécessaire, grandir. Donc peu importe que ce soit considéré comme bénéfique ou pas, que même si ce n'est pas plaisant, c'est absolument nécessaire. Et en plus, on peut se le proposer non seulement pour cette période de formation du sujet lors de l'enfance, de l'adolescence, Marlène, bonsoir, où il y a un processus de transformation, sinon que grandir, c'est quelque chose qui peut être considéré une machine d'apprentissage, une machine qui va nous permettre de continuer à grandir toute notre vie. Après, on pourrait se poser la question à savoir, Olivier, qu'est-ce que ça veut dire grandir? C'est une autre question. Parce que continuer à apprendre, par exemple, quand on continue à se psychanalyser, quand on continue à étudier, on va voir, et Mafoudi, bonsoir, ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, ce que l'on fait, ce n'est pas simplement vieillir, ou on peut dire qu'il ne s'agit pas de vieillissement, sinon qu'il s'agit de transformation. Et parce que vieillir, en fait, c'est se laisser aller, se laisser
non, ne pas intervenir sur la transformation que nous allons devoir tous, par laquelle nous allons devoir tous passer. Donc c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire se séparer pour pouvoir grandir. Or grandir pour un adolescent, bien évidemment, c'est la possibilité, hein, c'est la possibilité de pouvoir grandir, se séparer des parents, c'est le progrès que la société attend de chacun de nous. Et non seulement c'est la société qui l'attend, sinon que nous-mêmes aussi, c'est un bénéfice de pouvoir se libérer de cette autorité parentale pour pouvoir prendre en main sa propre vie. Alors bien évidemment, nous n'allons pas nous libérer complètement puisque nous allons passer d'une autorité à une autre. C'est-à-dire que lorsque l'individu, lorsque le sujet en grandissant se commence à vouloir, on va dire, Khalid, bonsoir, se libérer de l'autorité de ses parents, il subit, on va dire, l'une des conséquences les plus nécessaires, mais aussi, Valérie, bonsoir, les plus douloureuses que comporte le cours du développement. C'est-à-dire que quand j'ai déjà eu l'opportunité de le souligner, c'est-à-dire que quand on a parlé de l'enfance, que l'enfance, ce n'est pas, Sabrina, bonsoir, ce n'est pas ce paradis perdu, sinon que c'est un processus de transformation. Et il y a, dans ce processus de transformation, il y a des étapes qui sont considérées comme très douloureuses, et par exemple la séparation d'avec les parents. Alors on va voir de quoi il s'agit quand on dit se séparer, parce qu'il faut voir qu'il y a des gens des adultes qui n'ont jamais réussi à se séparer de leurs parents. Et ce que on va voir donc cette séparation, cette transformation, se libérer de l'autorité des parents pour passer dans les mains d'une autre autorité. Non, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'en se libérant des parents, nous allons pouvoir atteindre la liberté, sinon que nous allons rentrer dans un ordre autre social. Nous allons sortir de cette ambiance familiale pour entrer dans l'ordre social. Peut-on faire le deuil de nos séparations antérieures et des parents surtout? Mais bien sûr, nous pouvons nous séparer de nos parents et on va voir que de toute façon, il y a une tentative du sujet face à cette douleur, de vouloir atténuer la douleur que signifie se séparer des parents. Et on va voir qu'il y a certains enfants qui vont utiliser, ou pratiquement tout le monde, puisque pour tout le monde c'est quelque chose de difficile. Parce que se libérer de l'autorité des parents, Sabrina, bonsoir, ce n'est bien évidemment pas prendre un avion et faire des milliers de kilomètres pour s'en éloigner. Layal, bonsoir, sinon que c'est se libérer des parents, c'est se libérer des idées que nous avons de nos parents. Et ça, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il faut se séparer, non pas exactement des êtres de ce monsieur et de cette dame, sinon qu'il va falloir se séparer des idées que nous avions de nos parents. Hakim, bonsoir. Tendre Verveine, bonsoir. Et donc nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des êtres familiaux, hein, de la famille. Valérie, bonsoir. Sinon que le travail que nous allons tous faire, c'est de pouvoir nous détacher de ces idées infantiles qui ont été nécessaires, qui ont été indispensables pour notre développement, et qu'il va falloir abandonner pour pouvoir rentrer dans un autre système, dans un système social. Donc, et il dit, Freud, non, parce qu'il y a un texte de Freud qui fait référence à ce passage et à la difficulté pour le sujet, le jeune enfant, de pouvoir passer par cette séparation. En fait, il y a un état à atteindre que Freud va considérer normal, c'est-à-dire qu'il y a se séparer des imagos parentales, paternelles, maternelles. Et mais là, on va pas parler exactement de ça, Olivier, sinon qu'on va faire plus référence
à ce processus infantile de la séparation quand, dans le texte de Freud, que très certainement Olivier vous connaissez, qui s'appelle Le roman familial des névrosés. C'est un texte qui est très intéressant, qui va montrer, Freud, quelle est la méthode que l'enfant va utiliser, et que certains adultes continuent à maintenir d'une certaine façon, pour atténuer la douleur de cette séparation. Et donc, puisque, comme nous le savons, donc au départ, bien évidemment, pour les enfants, les parents sont au départ la seule autorité qui les influence et la source de toutes les croyances. En fait, tout ce que nous disent nos parents, c'est la vérité. Hein. Et que notre désir à ce moment-là, bien évidemment, nos désirs, et dans cette jeune enfance, c'est de pouvoir leur ressembler, d'être aussi grand qu'eux, d'être aussi fort, aussi beau, aussi magnifique qu'eux. Et c'est-à-dire, c'est les désirs qui motivent les enfants pour grandir. Ça fait partie de, donc, quand on les regarde jouer, ben, ils jouent à la maman, au papa, ils jouent à prendre la place, à être grand comme le père et comme la mère. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, bien évidemment, avec ce développement intellectuel, ben, il est inévitable que les enfants découvrent peu à peu que les véritables catégories auxquelles appartenaient les parents dans leur imaginaire, ben, dans la réalité, petit à petit vont se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi grands, ni aussi beaux, ni aussi forts, ni aussi riches qu'ils l'imaginaient. Ils rencontrent d'autres parents, ils ont des contacts, non? Ils les comparent avec d'autres, ils écoutent des histoires et ils commencent à douter des qualités uniques et incomparables qu'ils avaient mis sur leurs parents. Donc ils commencent à, on va dire, à faire face à ces premières déceptions. C'est-à-dire que là, le choc ne va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, ça va se faire petit à petit. Et il va intervenir des éléments, Nadia, bonsoir, des éléments qui sont importants, c'est-à-dire que l'enfant va, à un moment donné, se sentir un peu méprisé par les parents, rejeté par les parents. Non, il ne reçoit pas tout l'amour qu'il pense qu'il devrait recevoir, principalement parce qu'il y a des frères et sœurs, et que cet amour n'est pas que pour lui ou que pour elle, sinon que c'est un amour qu'il va devoir partager. Joyeux Noël, Carlos. Et donc, ça c'est les frères et sœurs, non, c'est quelque chose qui vient marquer la vie des sujets de façon déterminante, non, que ce soit le plus petit, que ce soit le plus grand, il y a toujours des marques que cet amour qui doit être partagé, c'est quelque chose d'intolérable pour l'enfant. Pour l'enfant, après pour l'adulte, non, ça ne devrait plus l'être. Donc, il va sentir bien évidemment que l'amour que lui, il place sur ses parents, ben, n'est pas réciproque, bien évidemment, n'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétribution correcte à tout cet amour qu'il va manifester et qu'il va sentir vis-à-vis de ses parents. Ludovic, bonsoir. Et donc on va voir que à partir de là, va surgir une idée qui peut être consciente, mais qui, comme c'est dans la plus jeune enfance, qui va très certainement se transformer, devenir inconsciente, c'est-à-dire que pour expliquer et justifier cette situation, il va fabriquer un fantasme, on va dire un fantasme, où il va imaginer qu'en fait, lui, c'est un enfant adopté. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas tout l'amour qu'il devrait recevoir, Marie-Laure, bonsoir, puisqu'il a été adopté. Alors, donc, comme je disais, pour éviter cette douleur, donc vous voyez, pour éviter cette douleur, il va déjà, Christine, bonsoir, commencer à imaginer que lui, il est adopté. Donc c'est
une chose normale, qui n'est pas considérée comme les autres, qu'il voit que, ou il peut supposer que les autres sont plus aimés que lui, Nadine, bonsoir, qu'ils sont plus aimés que lui, que c'est pour ça que lui ne reçoit pas tout l'amour qu'il attend. Et pour atténuer cette douleur, il va fabriquer ce que Freud va nous présenter, le roman familier du névrosé. Et le roman familier, Youssef, bonsoir. Le roman qu'il va fabriquer, c'est-à-dire qu'il va fabriquer une fiction. Il va fantasmer sur une situation pour l'aider à se séparer de ses parents. Et en fait, une des manières d'atténuer, parce qu'en fait, il ne va pas vraiment se séparer, c'est parce que une des manières d'atténuer cette douleur, ça va être justement de ne pas se séparer des parents. C'est-à-dire de créer, de fantasmer une situation qui vienne justifier, qui va maintenir, qui va permettre de maintenir la relation avec ses parents, de ne pas se séparer de ses parents. Et on va voir un petit peu les histoires, parce qu'on va voir que pour ne pas se séparer de ses parents, en fait, il va fantasmer, il va utiliser de nombreux types d'histoires qui sont très variées, complexes, subtiles, pour ne pas renoncer. Pour ne pas renoncer. Paola, bonsoir. Et donc, il va dire... donc, son premier, le roman familial. Oui, du névrosé, il est du névrosé. C'est-à-dire que c'est tout à fait fréquent que les enfants soient névrosés pendant leur développement, pendant l'enfance, que la névrose, ça va faire partie, justement, ces fantasmes, ça va les aider à passer ce passage de grande transformation. Donc, il va y avoir des manifestations. On va voir, bien évidemment, de névrose chez l'enfant, mais qui, après, à l'adolescence ou à l'âge adulte, vont disparaître. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des... on va dire qu'il utilise ses symptômes, ses fantasmes, ses difficultés de faire face à tout ce à quoi il doit faire face pour grandir, ben il va utiliser, on va dire, des sortes de bâtons. Et ces symptômes, c'est des sortes de bâtons pour l'aider à traverser. C'est une véritable épopée par laquelle il va devoir passer de nombreuses déceptions principalement, et principalement avec l'amour. Non, ça va être les premières grandes déceptions amoureuses, mais en fait, elles vont avoir lieu pendant l'enfance. Donc, et en fait, donc ces premiers fantasmes vont naître pour contrecarrer cette réalité qui ne le satisfait pas. Non, par exemple, d'imaginer qu'il est un enfant adopté et qui n'est pas un enfant légal. C'est-à-dire l'enfant sent que ses parents ne déposent pas en lui ce que selon lui devrait être légal de déposer, c'est-à-dire une certaine quantité d'amour, d'attention, de ne pas lui dire non, de l'aimer comme il l'attend. Et comme vous le savez, les enfants sont très friands d'amour, d'attention, d'immédiateté, de vouloir toutes ces satisfactions tout de suite. Et dès qu'il manifeste l'envie, quel type de fantasme possède-t-il à cet âge? Ben, celui qu'on vient de voir, d'imaginer qu'il a été adopté. Et donc il va trouver, il va justifier, non, il va s'imaginer, oui, parce que ceci, parce que cela, et il va inventer quelque chose qui va lui permettre d'accepter un petit peu cette situation. Mais on va voir que ce qui est réellement illicite, pour l'enfant à ce moment-là de son développement, ce qui est vraiment illicite, et là ce qu'il ne pourra jamais satisfaire, c'est, même si les parents sont abusifs dans leur amour, on va dire, ce qui ne pourra jamais se satisfaire, c'est les relations sexuelles avec les parents. Alors les relations sexuelles avec les parents, on ne parle pas exactement de l'inceste, de toute façon on parle de l'inceste, c'est-à-dire ces relations qui sont interdites, cet amour interdit. On ne parle pas seulement de la relation sexuelle, sinon que ce sont des amours auxquels l'enfant va devoir renoncer. Et c'est ça qui est illicite. C'est cette grande passion qu'ont les enfants pour leurs parents.
Et en fait, c'est dans ce roman familial du névrosé que Freud va nous expliquer, ça va être le moment de cette transformation de l'enfant en adulte. C'est-à-dire, c'est là où il va cesser de jouer et à la place, il va commencer à fantasmer. On avait eu à un moment l'opportunité de faire référence un petit peu à cette situation du jeu et du fantasme, c'est-à-dire que les adultes n'ont plus le droit de jouer, il y en a qui continuent à jouer, mais on va dire de prendre autant de plaisir à fabriquer. On pouvait jouer individuellement, faire des jeux individuels et on montait toute notre film. Et il dit la particularité des jeux d'enfants, c'est que les enfants ne se cachent pas pour jouer. Ils n'ont pas honte de leur jeu et qu'ils se rendent compte de la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne c'est pas parce qu'ils jouent à être grands, interdit ou interdit. Ce n'est pas parce qu'ils jouent à être grands qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont encore petits, mais ils jouent à être grands. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas pied de la réalité. Et quand l'adulte qui va renoncer à jouer comme il jouait dans l'enfance, parce qu'il arrive un âge où ce n'est plus toléré socialement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à fantasmer. Et la particularité des fantasmes, c'est que dans le fantasme, le sujet, ce qu'il fait, c'est que il perd pied de la réalité. C'est-à-dire qu'il peut faire son film qui n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire qu'il perd dans son film, il n'est plus dans la réalité. C'est-à-dire c'est ce qui différencie. Et non seulement ça, sinon qu'en plus, celui qui fantasme, et c'est donc une construction qui va être faite, comme dans le cas de cet enfant, pour contrecarrer cette réalité qui est insatisfaisante. Donc il va fantasmer quelque chose pour trouver une satisfaction. Non, Gina, bonsoir. Et donc c'est ce qu'il va faire aussi. C'est ce qu'il va faire à l'âge adulte. Et la particularité aussi des fantasmes, c'est que l'adulte, quand il fantasme, il pense qu'il est le seul à fantasmer, et que tout le monde, ou que ces fantasmes lui sont tout à fait particuliers, alors que Freud va définir qu'il y a deux grands fantasmes. Il dit, pour les femmes, les fantasmes sont des fantasmes érotiques, et que pour les hommes, ce sont des fantasmes ambitieux. Mais il dit, mais au fond, même ces fantasmes ambitieux ne sont en fait que des fantasmes érotiques, puisque en fait l'ambition d'un homme, c'est de pouvoir obtenir quelque chose. Pourquoi? Pour l'offrir à sa dame. Donc ça, il va montrer qu'en fait il y a deux grandes, alors quand on dit de la femme, de l'homme, de la position féminine, de la position masculine, c'est-à-dire qu'il y a simplement deux grands fantasmes qui mobilisent les esprits pour sortir de la réalité, parce que bien évidemment quand on commence à fantasmer, on perd pied et on n'a plus dans la réalité. Et pourtant, on pense que quand on fantasme, c'est quelque chose qui nous est propre, qui est particulier. Alors, bien sûr, chacun utilise ses personnages, il y a aussi des fantasmes égoïstes, les ambitieux, vous voulez dire. Peut-être, non? Les ambitieux, ce sera les égoïstes. Mais on va voir que, oui, il y a tout type, mais je veux dire, parce qu'après, il y a le type de fantasme. Ça aussi, c'est important à souligner, c'est-à-dire qu'il y a les fantasmes qui sont conscients, c'est-à-dire que le sujet sait que le film qu'il se fait, et après, il y a les fantasmes qui sont inconscients. C'est-à-dire que les fantasmes que la morale du sujet, par exemple, ne lui permet pas de se rendre compte de ce qui réellement est en train de l'intéresser. Bon, revenons. Donc ça, on va voir ce passage entre l'enfant et l'âge adulte, c'est quand l'enfant cesse de jouer et qu'il va commencer à fantasmer. Et que les fantasmes que nous allons avoir, en fait, ces fantasmes qui commencent dans l'enfance et qui viennent contrecarrer donc cette réalité insatisfaisante, en fait, ils ne disparaissent jamais. Ce sont des fantasmes qui vont continuer à exister en nous de manière inconsciente, donc nous n'en savons rien, et qui peuvent se manifester dans les rêves. Que la particularité du rêve, très souvent, c'est une remémoration, il n'y a rien de créatif dans le rêve, c'est-à-dire que tous les éléments ont été déguisés, ont été transformés, mais pas pour créer quelque chose de nouveau, sinon que c'est quelque chose qui appartient déjà au sujet, et qu'on va retrouver dans les rêves, en fait, les désirs
les désirs et les fantasmes de cet âge, donc de quand on était encore tout petit. Et alors, par exemple, il va expliquer aussi, Freud, il va nous dire que très souvent les enfants vont considérer, par exemple l'aîné dans une famille, quand tout d'un coup maman est enceinte et qu'elle attend un nouvel enfant, ben, l'enfant peut le vivre. C'est pas une obligation, mais c'est ce qui se passe régulièrement, c'est que l'enfant va le vivre comme une infidélité de la mère. C'est-à-dire que lui, il pensait que la mère n'était qu'à lui, et quand tout d'un coup il va voir que la maman attend un bébé, il va considérer ça comme une infidélité. Hein, et que ces infidélités, en fait, il a autant, la mère hein, a autant d'infidélités qu'il a de frères et sœurs. Hein, c'est-à-dire que la mère a été infidèle à chaque fois que le sujet a eu un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur. Et on va voir que ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que non, il y a Freud, il dit que pendant une période de ce développement, quand les enfants parlent entre eux et qu'ils se disent oui, j'ai découvert que mes parents font l'amour, je l'ai vu par le trou de la serrure ou je ne sais pas quoi, il y en a qui disent bah, peut-être que tes parents ils font ça, mais les miens pas du tout. Et donc parce que l'enfant unique, bien sûr, lui, comment il va imaginer, il n'y a pas d'infidélité. Et donc il y a des adultes et des adultes qui continuent à penser que en fait leurs parents n'ont pas eu de relations sexuelles, qu'ils sont purs, hein, qu'ils sont purs. Non, c'est des gens donc qui n'ont pas eu de frères et sœurs, par exemple, ou qui les nient, non, parce que après il y a aussi dans le psychisme tout n'a pas été assimilé. Il peut y avoir dans la réalité des frères et sœurs, mais que en fait il n'a pas été considéré par le sujet comme une infidélité qui était trop douloureuse de supporter l'infidélité. Il a continué à penser qu'il était enfant unique. Mais qu'en fait, non, parce que les frères et sœurs, ben, ils vont venir nous voler nos jouets, nous casser nos jouets. Et donc, c'est tout ce qui vient troubler. Et puis en plus, toute l'injustice, quand maman punit l'autre alors que non, nous punit nous, pardon, alors que c'est l'autre qui a fait quelque chose de mal. Bon, il y a de nombreuses injustices pendant l'enfance. Et en fait, celui qui continue à penser que ses parents sont purs, pour dire qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles, qu'ils n'ont pas été infidèles, Paola, c'est le risque de perdre son amour, non? Mon fils aîné dit souvent aux plus jeunes, mais toi, tu as été adopté. Exactement, donc, et exactement, donc ça c'est une façon, non, de montrer, donc moi il peut l'exprimer, non, qu'il n'est pas content d'avoir un petit frère, et que donc il l'exprime de cette façon-là, qui est venu troubler, non, son amour, son grand amour avec sa mère, et que le petit frère est venu troubler cet amour, et que c'est quelque chose de très douloureux pour les enfants. Alors, je disais que dans cette manière de penser de certaines personnes, je dirais pas seulement des adultes, où ils vont penser que, en fait, personne ne leur a jamais rien volé, il n'y a aucun camarade qui n'a étudié plus que lui, ni qui est plus intelligent que lui, ni qui court plus vite que lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que, parce que les frères et sœurs, c'est ceux qu'il y a dans la famille, bien sûr, c'est ceux qu'on a dû... Mais après, c'est tous les autres enfants qui peuvent arriver. Vous vous rappelez quand tout d'un coup, vous rameniez des copains, des copines à la maison, et puis vous disiez, maman, elle s'intéresse plus à mes copains que moi. Donc, c'est-à-dire que cette situation de jalousie, elle peut nous suivre toute notre vie. Toute notre vie. Donc, à ce moment-là, donc, on disait que ces fantasmes, ce sont des fantasmes qui vont permettre à l'enfant de se séparer, d'atténuer la séparation. Parce qu'en fait, on va voir que dans l'inconscient, ben, ils ne vont pas se séparer. Dans l'inconscient, ils vont rester attachés, et pas attachés à cette dame ou ce monsieur, sinon qu'ils vont rester attachés à ces images des parents idéaux qu'ils ont eus à un moment de leur vie, mais qui n'ont jamais existé, parce que ces parents idéaux qu'ils ont eus n'ont jamais existé, et c'est bien ça le drame. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis une étiquette sur ces parents magnifiques, grands, riches, beaux, etc., donc, qui pouvaient tout, et puis tout d'un coup, quand ils voient que ce n'est plus possible, ben, ils vont maintenir cette relation avec ces parents tout-puissants,
on va dire, et comment ils vont maintenir cette relation avec ces parents tout-puissants qu'on a oubliés, nous, non? Nous, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, c'est tous les défauts de notre maman, de notre papa, ils sont nuls, etc. Mais dans l'enfance, ils étaient parfaits. C'est bien pour ça qu'on a du mal à supporter les défauts que l'être humain nous montre aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas pires que les autres, simplement que ce sont des êtres humains avec leur pour et leur contre, et leurs difficultés et leurs misères, et comme tous les êtres humains. Donc, mais ce que va faire l'enfant, donc à ce moment-là, ce que va faire l'enfant, ben, il va, et vous pouvez le voir, parce qu'en plus ça se voit dans les tout petits, ils vont créer le mythe du héros. Non, ils vont se déguiser en Superman. Ils vont idéaliser un héros. Et en fait, ce que Freud il va dire, c'est qu'il y a, on pourrait penser que c'est une situation un petit peu d'hostilité envers envers les parents, mais en fait, Freud il va nous dire non, ce n'est pas de l'hostilité envers les parents. Sinon, c'est justement une manière de pouvoir conserver cette relation idéale avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont créer un personnage et ils vont continuer à être en relation avec ce personnage idéal. Et ce qu'il va dire, c'est que... et ça, c'est ce qui va se passer aussi dans les rêves. Par exemple, dans les rêves, quand on rêve, bon, je dis un exemple un petit peu caricatural, mais si on rêve d'un empereur et d'une impératrice, ben, ils représentent les parents. Mais ils ne représentent pas les parents d'aujourd'hui, ils représentent les parents de cette époque-là. En plus, cette époque qu'on a oubliée. Non, je ne me rappelle plus qu'on a idéalisé autant nos parents qui étaient aussi formidables. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Sinon que ce qui reste, c'est cette construction du mythe du héros, va nous dire Freud. Freud est un génie. Ben, c'est un grand travailleur, oui, c'est un grand travailleur. C'est un génie parce qu'il a beaucoup travaillé. Il est devenu un génie. Il est devenu un génie pour la quantité de travail et puis de supporter toutes les découvertes qu'il faisait, parce qu'il faut supporter ce genre de choses, parce que lui, en découvrant ça, tout ça, il s'est interprété lui-même, bien évidemment. Donc, quand on étudie les figures idéalisées des enfants, en fait, le héros idéalisé, ben, il représente ce roman familial dont nous parle Freud, qui va créer ce mythe du héros. Non ? Et en fait, il va nous dire que c'est une preuve d'amour de plus, la construction de ce héros. C'est-à-dire que cette figure du héros que l'enfant idéalise et de qui il pense venir, non, parce que quand l'enfant va se déguiser en Superman, en Batman ou en je sais pas quoi, non, ben en fait, ces personnages, il choisit pas n'importe qui, ce sont des personnages qui ont des traits caractéristiques du père. Non, ce qui s'est produit, c'est une idéalisation, il va nous dire, et non une hostilité ou un mépris envers les parents. Non, ça c'est important, non, et c'est très important. Freud était un HPI, alors je ne sais pas ce que c'est qu'un HPI, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui on le considérerait exactement comme un enfant qui lit beaucoup, qui est enfermé dans les livres et qui devrait faire autre chose et on lui mettrait plein de médicaments. Peut-être, peut-être. Donc, il a idéalisé le père dans la figure du héros, l'enfant, non? Pourquoi? Pour se rappeler cette époque heureuse. L'époque heureuse où mes parents étaient tout-puissants, beaux, génial, riches, etc. Non? Et c'est là où, en fait, et donc, là, au potentiel intellectuel. Ah, ça, c'est penser qu'il y a quelque chose. Non, tout va dépendre de ce qu'il va en faire, non? Tout dépend de chacun, de ce que nous allons... Il n'y a pas de potentiel. Nous avons tous un haut potentiel de quelque chose. Mais il y en a qui vont l'utiliser, il y en a qui ne vont pas l'utiliser. Non, c'est un peu différent. Les enfants à l'âge adulte, fiers de leurs parents, est-ce les idéaliser? Non, pas obligatoirement, Céline. Non, parce qu'on peut être fier de nos parents... parce que franchement, ils ont été capables, si nous on est là, c'est qu'ils ont déjà fait un grand travail.
et qu'on peut voir dans certaines situations où les parents, ils n'avaient pas une économie qui leur permettait de vivre facilement, où ils n'avaient pas tout l'amour, eux aussi, qu'ils voulaient recevoir, où ils n'avaient pas, ils nous ont éduqués dans des situations très souvent qui n'étaient pas faciles. Donc bien évidemment qu'ensuite on peut être fier de nos parents en disant malgré tout, je suis là, ils m'ont laissé grandir, ils ne sont pas intervenus, pas dans tous les cas bien évidemment, mais dans beaucoup de cas, ils ne sont pas trop intervenus dans ma vie, ils ne m'ont pas fait trop de croche-pied, ils m'ont laissé grandir. Le travail d'analyse de Freud n'est pas fait pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fait pour tout le monde? Il est fait pour tout le monde, mais tout le monde ne va pas se laisser faire. Ça c'est vrai, tout le monde ne va pas se laisser faire. Donc c'est-à-dire que ce fantasme du mythe du héros, en fait, c'est qu'il s'agit d'une récupération d'un moment idéalisé dans la relation avec les parents. D'accord? C'est-à-dire que pour maintenir cette situation idéale. Hein? Et donc c'est-à-dire que cette Marie, quand la famille est équilibrée, l'enfant idéalise, mais si la famille est maltraitante, mais pour l'enfant ce n'est pas de la maltraitance. Et je suis désolée, mais pour l'enfant tout petit, hein, il met un certain temps avant de se rendre compte qu'il s'agit vraiment de maltraitance. Pour lui, quelle que soit la famille dans laquelle nous sommes nés, elle était idéale. Elle était idéale. Il arrive un moment où l'enfant, il doit apprendre, se rendre compte que ça n'est pas possible, que ça, non, que combien on montre, non, aujourd'hui qu'on veut absolument dénoncer toutes les maltraitances, on faut indiquer aux enfants, il faut leur dire attention, ce que vous faites vos papas, votre maman, c'est pas bien, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Freud a commencé par une auto-analyse. Moi, je pense qu'il a dû la faire en même temps, non? Et les psys se basent sur des chiffres. Ah oui? Et donc cette nécessité pour le sujet de maintenir, non, mais ça nous pouvons le voir peut-être dans notre vie quotidienne, qu'il y a des gens qui idéalisent des personnes. Donc, qui idéalisent des personnes, et on va dire pourquoi ils idéalisent, parce qu'il n'y a personne à idéaliser. Je veux dire, il y a des gens formidables, c'est vrai, mais personne n'est à idéaliser. On ne peut pas idéaliser quelqu'un, et quand on va idéaliser, et ça c'est ce que va nous rapporter Ménassa, le fondateur de l'école de poésie et psychanalyse Gruppo Cello, où lui il va dire qu'en fait c'est ce qui va se passer, c'est la même chose qui va se passer dans le traitement avec le psychanalyste. Il va dire que dans certains cas, en fait, au début du traitement analytique, ce qui va se passer, c'est que le patient va être aussi dans une situation idéale avec le psychanalyste, il va le voir comme un idéal, et donc il va y avoir beaucoup de transformation au niveau du patient. Et que petit à petit, tout comme avec les parents, tout d'un coup il va se rendre compte qu'une fois il n'est pas arrivé à l'heure, une fois il n'était pas là, ou qu'il tousse, ou qu'il a éternué, et tout d'un coup, petit à petit, il va le transformer en un être humain. Et on dit que quand le patient commence à transformer son psychanalyste en un être humain, on va dire, c'est là où il commence à s'analyser un petit peu mieux. Bonsoir, comment le héros est sans lien avec le chef de clan de la Horde? Non, le héros c'est quelque chose qui... Le chef de la Horde, c'était pas un héros, c'était le chef. Et donc il y a il y a une sorte de parallèle, non, avec le traitement analytique, où petit à petit aussi il va y avoir une déception de la part du patient. Il peut y avoir, non, il n'y a pas de modèle type, vous allez passer par ça, non, 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 chez chacun son truc, mais il peut y avoir donc cette transformation où petit à petit, le psychanalyste que je pensais qui savait tout, qui pouvait répondre à plein de questions, tout d'un coup il répond pas à toutes mes questions, tout d'un coup il fait ceci, tout d'un coup il fait cela, non? Mais là ça il donne un exemple qui est assez marrant, il dit pour voir s'il a de l'argent dans ses poches, je lui donne un billet de 10 000 euros, je sais ça n'existe pas, mais et pour voir s'il peut me rendre la monnaie, non? Ou de 100 euros pour voir s'il peut me rendre la monnaie. En fait il me rend pas la monnaie, non, je vois que il n'a pas tout cet argent, il est nul, en plus c'est un pauvre. Non. Donc, et il donne comme ça de nombreux exemples
mais c'était à l'époque de Ménassa où on se déplaçait encore toujours et uniquement dans le cabinet en consultation. Et donc, on, il donne des exemples pour montrer tous ces petits gestes, un petit peu comme avec comme l'enfant avec les parents. Quand l'enfant il appelle maman et que maman elle vient pas, alors qu'avant elle venait tout de suite. Et puis tout d'un coup, maintenant il faut l'appeler plein de fois avant qu'elle se décide à venir. Hein. Donc c'est tous ces petits détails qui vont créer la possibilité de commencer à fantasmer. Hein. Et mais ce qu'il va nous dire aussi, et ça c'est ce qui est très intéressant en fait, c'est-à-dire que le mythe des enfants sur les parents, comme le mythe du patient sur le psychanalyste, parce que c'est quelque chose de similaire, il dit il doit être capté, il doit être pensé comme un souvenir écran. Puisque cette sensation d'être un enfant illégitime, ou d'être un enfant d'un autre père, parce que c'est aussi à l'époque où l'enfant apprend que la mère est certaine, mais le père ne l'est pas obligatoirement, donc il dit peut-être que j'ai un autre père qui est plus formidable que celui qui est à la maison, non? Et en fait qui va créer bien évidemment ce sentiment, cette sensation d'être un enfant illégitime, va créer cette tendance sexuelle, on dit, de rivalité. Donc il va naître cette rivalité entre les frères et sœurs. Et, et ça va être aussi en parallèle, par exemple, avec, non, comme Menassa, il donne l'exemple aussi en consultation, quand il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente, il dit quand le patient vient pour la première fois, il ne voit même pas les autres, il est persuadé que lui, c'est le seul. Non, comme l'enfant, au départ, avant qu'il se rende compte qu'il a des frères et sœurs, ça met un certain temps, même si c'est le troisième. Hein. Et il dit qu'en fait, le patient, il va lui arriver la même chose. Il va rentrer, il va penser qu'il est le seul patient. Il ne peut pas imaginer qu'il y a d'autres patients. Théoriquement, si. On va dire de façon pratique, si. Mais il fantasme ça. D'accord? Il fantasme ça. Et il va dire jusqu'au jour où tout d'un coup, il va croiser dans le couloir un autre patient. Et donc, il va dire, oh, il y a d'autres patients, je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul. Et donc, il va y avoir cette idée de rivalité. Et aussi, il va dire, il va parler de souvenirs écran, en parlant que ce roman familial dont le sujet ne parle pas, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que non, ça c'est Paola qui vient nous le raconter en parlant de son fils, mais que les sujets n'en parlent pas, premièrement parce qu'ils l'ont oublié, beaucoup l'ont oublié, et quand il reste des traces, c'est pas quelque chose qu'on raconte, non? Et, et on va dire, et en fait, ça va faire partie du souvenir écran. Et en fait, pourquoi? Parce que ça cache un véritable désir infantile inconscient que je cache, que je ne veux pas laisser sortir, non? Parce que en fait, il représente réellement la véritable relation que j'avais avec ma mère. Et en fait, avec le psychanalyste, c'est quelque chose de similaire, c'est-à-dire que on va voir qu'il y a un certain temps de travail analytique pour que le patient puisse faire référence à la relation qu'il a avec le psychanalyste. C'est-à-dire que là aussi, il fantasme. C'est-à-dire qu'il a des idées sur le psychanalyste, il imagine que ce qu'il sent envers ce psychanalyste, c'est sa véritable relation. Et ça aussi, ça fait partie de ce roman familial. C'est-à-dire que il croit non, que ce qu'il sent, il croit que c'est ce qui se passe. Hein, c'est particulier. C'est-à-dire que, c'est pour ça après on va dire oui, c'est le transfert et tout ça. Non, c'est une reproduction, on va dire, c'est une reproduction. Et tant que le sujet n'a pas la capacité de parler, de dire ce qu'il fantasme, parce que c'est pas ce qui se passe, sinon que c'est ce qui se fantasme, ben ça ne va pas pouvoir être dilué. Donc le sujet continue à penser et à croire à ce qu'il ressent envers la personne du psychanalyste, cette figure, non, parce que c'est un représentant, peu importe la personne, sinon que c'est le patient qui va mettre des étiquettes ou qui va coller ce que lui, il a envie de coller sur la figure du psychanalyste, et que il y croit dur comme fer. Il est dur comme fer, comme quoi il est persuadé que ce qu'il ressent envers
non? Bonsoir, Taoufik. Donc, il est persuadé que c'est ce qui réellement lui arrive. Et tant qu'il n'a pas réussi à mettre des mots sur, à en parler, en fait, c'est quand il décide d'en parler, quand il a décidé, en fait, d'enterrer ce fantasme. D'enterrer ce fantasme, en fait, c'est une résistance. Non, c'est-à-dire ne pas dire aux psychanalystes ce que je pense qui m'arrive avec lui, c'est continuer à croire ce que je pense qui m'arrive avec lui. Parce qu'en fait, ce que je pense qui m'arrive avec lui, c'est pas la réalité. Mais en parler, ça détruit. Ça détruit en fait ce fantasme. Et détruire un fantasme, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Hein. Donc, et ce fantasme, en fait, que je vis et dont je ne parle pas, en fait, c'est un souvenir écran. C'est un souvenir écran qui fait référence à cette première époque de l'enfance. Hein, ce qui permet l'ambiance thérapeutique dans un premier temps. Je ne sais pas si c'est ce qui permet, non, parce que c'est pas obligatoire, mais disons que c'est ce qui va se passer. Non, c'est ce qui va se passer, parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire. En plus, vous voyez qu'il y a des gens qui, quand ils y arrivent et qu'ils ont déjà fait un travail analytique, ben ça ne leur arrive plus. Non, c'est déjà passé. Je veux dire que c'est quelque chose, c'est un souvenir écran qui a déjà été travaillé ailleurs. Donc, il va se créer une autre chose avec le suivant. Et, et alors, une autre chose qui va être importante de souligner pour terminer, c'est-à-dire cette grande capacité de fantasmer, va nous dire Freud, et de fantasmer, c'est-à-dire, rappelez-vous qu'on fabrique des fantasmes pour contrecarrer l'insatisfaction que nous retrouvons dans la réalité. Et en fait, on ne va pas considérer que ça, alors il dit, bien sûr, ces fantasmes peuvent produire de grands névrosés, mais comme tout en psychanalyse, c'est-à-dire que ça peut, non, un mécanisme peut produire un symptôme, mais il peut produire aussi autre chose. Et il dit que ça peut produire d'un côté de grands névrosés, de grands malades de l'âme, mais aussi de grands hommes, de grandes femmes, de génies. C'est-à-dire cette capacité de fantasmer produit une des formes caractéristiques, non, de la création. C'est une possibilité de la création, les fantasmes. Parce que autant les rêves répètent toujours quelque chose qui a déjà été vécu, qui ne crée rien de nouveau, mais dans les fantasmes, c'est différent. Fantasmer, c'est la condition indispensable pour la création artistique et aussi pour la création scientifique. Attention, Freud devait fantasmer pour pouvoir créer tout ce qu'il a pu, toute cette production de cette discipline qu'il a pu exposer. Donc, c'est-à-dire, sans fantasmer, il est impossible de se représenter le nouveau. Hein, parce que quand on parle de grands hommes, de grandes femmes, de génies, c'est-à-dire c'est la production d'une nouveauté. Bon, dans ces cas-là, c'est pour la production d'une nouveauté pour l'humanité. Après, on peut penser la production pour ma vie, une nouveauté pour ma vie. Donc, passer par le fantasme, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que nous pouvons dire que sur le mécanisme du fantasme, non, chevauche, on va dire, toute nouvelle production. Un délire, une hallucination, alors je peux tomber dans le délire, je peux tomber dans l'hallucination, comme de nouveaux produits pour le psychisme du sujet psychique. C'est-à-dire la production artistique ou la production sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas cataloguer le fantasme comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire que ça c'est important dans l'appareil psychique, c'est-à-dire que dans l'appareil psychique, il n'y a rien qui est catégoriquement négatif. Sinon que ça dépend toujours de l'utilisation qui va être faite. Refouler, c'est quelque chose qui peut être considéré, dans le cas de l'hystérie, par exemple, comme quelque chose de négatif, puisque ça va lui produire un symptôme. Mais le refoulement est nécessaire, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. On ne peut pas lutter contre le refoulement, c'est quelque chose en plus qui est nécessaire. Pour parler avec vous aujourd'hui, ce soir, j'ai bien été obligée de refouler toutes les autres idées qui pouvaient me passer par la tête, parce que sinon, je ne peux pas parler. Donc, je veux dire que ce sont des mécanismes, tout dépend de l'utilisation qu'on va faire.
C'est pour ça que la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose qui vient guérir, qui vient guérir dans le sens où il y a quelque chose qui a été cassé dans l'appareil, il y a quelque chose qui fonctionne mal, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Il n'y a rien à réparer. Vous avez tous un appareil psychique fabuleux avec de nombreux mécanismes à votre disposition. Donc, que tout ça, c'est pas à la portée de la main parce que ça dépend de comment vous l'avez utilisé jusqu'ici. Comment il a été utilisé pour pouvoir, en fait, c'était en fait redresser cette utilisation pour que aujourd'hui, au lieu de fantasmer une histoire d'amour qui n'existera jamais, bah, je puisse fantasmer un projet social, par exemple, non, qui est aussi une autre type d'histoire d'amour. Super intéressant le lien que vous faites entre fantasme positif et changement. Merci, j'apprends toujours quelque chose. Très bien. Très bien. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est lui qui apprend. Non, Théa, c'est elle qui apprend. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire que on ne peut pas... que c'est chaque personne qui doit... Non, c'est pour ça que on ne peut pas... Autant on a essayé de nous obliger à nous vacciner, à nous obliger à nous vacciner, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est obliger les gens à se psychanalyser. C'est impossible. On aura beau leur mettre, non, essayer de faire la même chose que ce qu'ils ont essayé de faire là en 2020-2021, ils ne pourront pas. Avec la psychanalyse, c'est impossible. C'est une décision de chaque sujet. Non, parce que sinon, bah, les gens, ils viennent s'allonger sur le divan et en fait, ils parlent pas, ou ils font rien, ou il se passe rien. Donc, si le sujet ne veut pas, c'est une décision, de la même façon qu'apprendre. Alors après, il y a des personnes qui présentent comme quoi ils ne veulent pas. Non, je viens parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne, mais moi je veux pas. De toute façon, je trouve que c'est nul. La psychanalyse, ça sert à rien. J'ai déjà essayé, c'est nul. Blablabla. Peu importe. Peu importe, il est là. Et il parle. D'accord? Donc on ne va pas croire au texte manifeste. Hein? Donc, pour revenir sur l'idée de séparation, parce que j'ai mis séparation, et puis après je me suis dit pourquoi j'ai mis ce titre-là. Alors je me suis dit peut-être parce que c'est la fin de l'année et qu'il faut qu'on se sépare, qu'on va prendre quelques temps de vacances et quelques jours de vacances avant de reprendre au mois de janvier. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais revenir la semaine prochaine ou pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si je reviens pour le 17 ou on verra. On verra, ce sera surprise. Donc je pensais que c'était peut-être en relation un petit peu la séparation que nous allons devoir vivre là entre la fin d'année, parce que la fin d'année, c'est non, c'est une séparation. Bah oui, c'est une séparation à cause des vacances. Et une autre chose, c'est la séparation, en fait, toutes ces séparations que nous allons devoir vivre dans notre vie. Il y a des gens qui, pour pouvoir se séparer, ils doivent avoir une super mauvaise relation. Alors, ils en arrivent à une relation exécrable pour pouvoir se séparer. Alors qu'on devrait pouvoir se séparer sans avoir une relation exécrable. En disant, bon, tiens, on a envie d'autre chose, on se sépare. Non, qu'on n'est pas obligé de vivre toute notre vie avec la même personne. C'est quelque chose qui était nécessaire pour fabriquer la famille. Non, c'était la famille qui demandait que l'homme, la femme soient unis pour l'éducation des enfants. Mais une fois que les enfants sont grands, il n'y a plus rien qui m'oblige à maintenir une relation. Mais même quand les enfants sont plus petits, attention, je ne veux pas dire qu'il faut... Non, je veux dire que nous avons la possibilité dans notre vie de vivre différentes relations, de vivre avec différentes personnes. Parce que ce qui est intéressant quand on vit avec différentes personnes, ou même vivre en groupe, non, il y a des mariages à trois qui se font et tout ça, ça doit être assez intéressant. Non, on devrait essayer un mariage à trois. Non, ça devrait être intéressant. Ou en groupe, ou vivre en groupe. Parce que à chaque fois que je change de personne, que je vis avec une autre personne, bah, obligatoirement, je suis différente. Je suis plus la même. Hein, que si je change de l'autre, quand je suis complètement la même et que je répète la même relation alors que je change de personnage, alors là, il faut que je me psychanalyse. Parce que c'est quelque chose... Non, si je répète exactement la même chose, on va dire... non, c'est que je me rends pas compte, c'est que l'autre n'a pas changé, en fait. C'est comme si j'étais toujours avec la même personne. Et si je suis toujours avec la même personne, on peut se demander avec qui je suis vraiment. Hein, avec mon papa, ma maman, avec qui je suis. Bon, messieurs, dames, merci d'avoir participé à ce direct.
existe-t-il une séparation avec ses parents qui réussissent? Oui, Cécile. Ben, bien sûr, il y a des adultes qui arrivent à se séparer et à dire au revoir à leurs parents. Je veux dire au revoir, mais continuer à voir monsieur, madame, de continuer à avoir une relation sociale tout à fait correcte avec ces personnes qui ont bien voulu travailler autant de temps pour moi, hein, de pouvoir avoir une relation sociale agréable, on va dire, mais sans qu'ils soient encore, parce que le problème des parents, c'est qu'ils sont idéaux. Non, c'est l'idée de, parce qu'en plus, ça représente cet idéal. Il y a encore un idéal, donc je suis attachée à ces parents de l'enfance qui n'existent plus et qui n'ont jamais existé. Merci à vous, Olivier, pour votre assistance continue. Merci pour votre participation. Annie, Théa, et Annick, il y a deux Annick qui dit bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir. Youssef, je vais dire Youssef est plus parti. Merci Martine, bonne continuation. Nadine, bonne soirée. Donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent continuer à étudier plus sérieusement, on va dire, il y a le cours du dimanche qui est ouvert à tous et qui est très intéressant. La fois prochaine, nous parlerons des différents types de jalousie. Mais bon, c'est 3 cours et on a vu déjà le masochisme. Plein de compréhension, super. Alors, bonne continuation, bonne soirée et on verra si on continue la semaine prochaine. Surprise, bonne continuation, au revoir.